Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre attention. Voici le sommaire de ce journal. À la Commission électorale nationale autonome, seuls 8 partis sur 9 arrivent à passer la première phase du dépôt des dossiers pour les communales 2020. Les derniers récépissés ont été délivrés à la Sénat. Les droits de la femme et les acquis démocratiques, une table ronde est organisée à cet effet. Le groupe de réflexion alternative et perspective en est l'initiateur. Le permis de construire peut désormais s'obtenir en ligne. Cette matérialisation est un pas important dans l'amélioration du climat des affaires au Bénin. La première phase de l'enregistrement des dossiers de candidature pour les communales de mai 2020 est à présent achevée. 8 partis politiques sur 9 passent cet examen préliminaire. Ce 14 mars à la Sénat, les derniers récépissés provisoires ont été délivrés dans une ambiance parfois euphorique. James William Baguidi pour le reportage. Elle est la toute dernière à s'extirper de la salle de monitoring de la Commission électorale nationale autonome ce 14 mars 2020. Claudine Prudencio brandit avec fierté le sésame de la première étape de l'enregistrement des dossiers de candidature de son parti, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, dans le cadre des élections communales et municipales du 17 mai 2020. Certaines personnes pensent que la femme est une âme faible. Je suis chef de parti politique, j'ai conduit cette affaire de candidature sur toute l'étendue du territoire, mais on a eu le même nombre que les hommes qui sont chefs de parti politique. Donc, nous avons franchi la première étape. On a quelques observations à lever. Nous allons le faire dans les normes et nous recevrons bientôt, je crois certainement la semaine prochaine, notre récépissé définitif. L'attente a été longue, certes, mais il s'agit quand même de 3630 dossiers à vérifier. Donc la Sénat a fait un travail excellent que nous avons beaucoup apprécié. Avant Claudine Prudencio, cette journée aura donné le sourire à 4 autres formations politiques. Les vrais acteurs de ce que nous venons de faire, ce sont nos représentants à la base. Ce qu'on appelle les points focaux, les présidents de sous-section, les représentants membres des organisations du parti. Nous venons de franchir une autre étape. On a reçu le récépissé provisoire avec des observations. Je voudrais remercier toute l'équipe de la Sénat, avec à la tête son président, pour le travail sérieux abattu ici. Les conditions qui ont été mises en place pour nous accueillir jusqu'à la délivrance de ce récépissé nous donnent encore du tonus à avancer pour pouvoir aller jusqu'au récépissé définitif et participer aux élections. Voici le récépissé provisoire d'enregistrement de notre déclaration de candidature, celle du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. L'émancipation du Bénin commence aujourd'hui. La Sénat vient de nous délivrer le récépissé provisoire. La joie qui m'anime, c'est une joie importante partagée par l'ensemble des membres et sympathisants de notre parti. A rappeler que 9 partis avaient franchi le portail de la Sénat au dernier jour de l'enregistrement des dossiers, mais l'un d'entre eux aura eu moins de chance, et pour cause. Nombre de candidats présentés sur la déclaration du parti MPL, 3682 au lieu de 3630. Nombre de postes restants à pourvoir, il reste un siège à pourvoir alors que le code dit expressément que tous les sièges doivent être pourvus. Nombre de dossiers de candidats déposés,
il nous a été impossible de vérifier le nombre de dossiers de candidats déposés, car dans certains cas, les pièces de plusieurs personnes ont été pêle-mêle regroupées dans des chemises sans qu'on puisse identifier des dossiers de candidats. Malgré l'euphorie de certains partis politiques, le récépissé obtenu est encore provisoire. Seul l'examen de la conformité de tous les dossiers et leur validation par la Commission électorale nationale autonome donnera une idée définitive des formations politiques qualifiées pour prendre part aux prochaines élections. Il faut préciser qu'à l'issue de cette première étape de l'enregistrement des dossiers de candidature des partis politiques pour les élections communales, eh bien, les membres de la Sénat ont donné un point de presse. Le président, Emmanuel Tiando, a notamment précisé que le bout du tunnel, quoique proche, n'est pas encore atteint. Voici un extrait de ces propos recueillis par James William Bagidi et Jeunis Setonji. Au terme de cette première phase de l'examen de complétude du nombre des candidats et du nombre des dossiers présentés par les partis, la plénière a retenu que les partis politiques ci-après ont satisfait aux exigences de la loi et il leur a été délivré un récépissé provisoire. 1. Union progressiste. 2. Bloc républicain. 3. FCBE. 4. FCDB. 5. Moël Bénin. 6. PRD. 7. UDBN. Et 8. PR. Il reste cette seconde phase qui portera sur la vérification des dossiers produits et sur leur validation, c'est-à-dire leur conformité par rapport aux exigences de la loi. C'est à l'issue de cette seconde phase que nous entamons dès demain, que nous allons informer les candidats, les partis politiques, des insuffisances complémentaires qui ont été notées dans l'examen de vérification du dossier et nous allons leur donner 3 jours. Nous allons leur notifier ces insuffisances et nous leur donnerons 72 heures pour satisfaire ces exigences de la loi et après quoi nous allons leur délivrer le récépissé définitif. Et puis de beaux jours s'annoncent dans la coopération entre le gouvernement du Bénin et la France en ce qui concerne le volet électricité. Eh bien, le ministre de l'Énergie, Donald Jean-Claude Oussou, a reçu ce week-end une séance de travail avec l'ambassadrice de France près le Bénin, accompagnée du conseiller économique à l'ambassade. Plus de détails dans ce reportage signé Jérôme Bob. Nous avons commencé à travailler pour l'avenir. Depuis bientôt 4 ans que le gouvernement a présenté son programme d'action, la France a toujours montré son accompagnement au volet énergétique à travers l'Agence française de développement. Les progrès réalisés sont salués. On a vu bien sûr progresser, notamment la distribution. C'est aussi tout l'aspect de l'arrivée de l'énergie dans beaucoup de zones du pays, qui est un élément fondamental. Que tous puissent avoir accès à l'énergie, ça me paraît très important. Donc je crois qu'il y a globalement une amélioration sensible dans toute la zone, amélioration dont on parlait tout à l'heure avec le ministre, qui va se concrétiser encore avec la constitution de l'interconnexion globale des pays de la CEDEAO. Et je pense que c'est une avancée majeure qui va permettre un développement économique indispensable aujourd'hui. La séance de travail fait suite au lancement d'un projet majeur, celui du raccordement dans le département de l'Atlantique au réseau de la SBEE. Après nos échanges, je crois qu'il y a encore plus de raisons aujourd'hui qui est de voir que cette coopération entre la France à travers l'Agence française de développement et le gouvernement du Bénin, et particulièrement pour le secteur de l'énergie, va encore s'intensifier à travers un certain nombre
d'actions concrètes qui vont venir très rapidement. Je veux citer le lancement de la construction de la centrale de 25 MW solaire qui sera historique dans notre pays à Ilou-Lofin, à côté de Ningbolo, mais également tout le système d'information de la SBE qui va être considérablement amélioré, sans parler de ce que nous avions pu déjà faire la semaine dernière, le lancement donc, du grand projet PRERA, qui va impacter plus de 360 000 personnes à Abomey-Calavi et dans tout le département de l'Atlantique, dans 7 communes, 30 arrondissements et près de 90 localités, et qui va permettre la construction de près de 1500 km de réseaux mixtes, que ce soit à haute tension, que ce soit à moyenne tension et basse tension, de plus de 200 postes de transformation, et qui va permettre évidemment d'atténuer définitivement, ou plutôt d'éradiquer définitivement toutes les souffrances grâce à ce projet majeur. Ces différentes difficultés ou souffrances de nos concitoyens vont s'atténuer, puisque 50% d'augmentation du taux d'électrification de cette zone va résulter également de ce projet. On a confirmé notre soutien à ce secteur qui est absolument fondamental, non seulement pour les usagers, pour les bénéficiaires de l'énergie, mais aussi pour le développement économique du pays. Ce soutien confirmé de la France vient contribuer à reculer considérablement l'obscurité de nos contrées, un acquis majeur du gouvernement de Patrice Talon. Une table ronde sur les droits de la femme et les acquis démocratiques. L'initiative est du groupe de réflexion alternative et perspective du professeur Roch Niaoui David. La rencontre a permis de faire le lien entre les deux thématiques précédemment évoquées. Le Nek Agbazao, Jules Akweko. Quel est le rôle? Le GRAP fait d'une pierre deux coups. Au lendemain de la commémoration du trentenaire de la conférence nationale et de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, le groupe de réflexion alternative et perspective réunit ici acteurs de la société civile, femmes leaders et hommes politiques autour du thème « Les droits de la femme et les acquis démocratiques ». C'est chercher à voir s'il y a d'abord une articulation, et elle existe celle-ci. On ne peut pas parler de l'évolution des droits de la femme, même de l'existence des droits de la femme, sans regarder ce qui se fait au plan démocratique. Donc il y a la constitution d'un État qui va à un moment donné relayer ces droits que nous voudrons renforcer. La femme est au cœur de la société, la femme est au cœur du développement politique, la femme est au cœur du changement démocratique. Donc si vous laissez à la traîne la femme, je crois que la démocratie aura un problème. La femme au foyer, la femme qui prend soin des enfants, ce rôle a évolué avec l'avènement de la démocratie, où les droits qui sont reconnus à l'homme sont également reconnus à la femme. Donc là, nous avons mis l'accent sur le rôle de la femme dans la gestion de la chose publique, la femme qui doit participer aussi à la gestion de la cité, mais surtout la femme en tant qu'éducatrice qui transmet les valeurs essentielles, les valeurs démocratiques déjà au sein de la famille. La femme est sous-représentée politiquement, mais je crois que la nouvelle constitution de novembre 2019 constitue une fenêtre d'opportunité pour une meilleure représentation de la femme. Il suffit de lire l'article 26 de cette nouvelle constitution pour constater qu'on peut, si vous voulez, prendre une disposition juridique pour mieux organiser le quota représentatif de la femme en politique. En ce qui concerne intrinsèquement la démocratie, le GRAP pense que c'est un concept qui mérite d'être mieux expliqué aux citoyens béninois au regard des différentes interprétations qui en sont faites. Tout le monde dit non, les droits sont bafoués, il y a ceci, il y a cela. Alors que ce sont ces mêmes personnes qui ne respectent pas la loi. La démocratie ne peut pas évoluer sans le droit. La démocratie ne peut pas évoluer dans un système où l'ordre public est bafoué. La démocratie, c'est d'abord l'ordre. La démocratie, c'est le collectif. La démocratie, c'est le peuple. Pensons collectif. Pensons également l'éducation à la démocratie. Pensons également l'éducation au développement. Le GRAP est un cercle de réflexion intellectuelle qui se réunit périodiquement. Cette rencontre ambitionne une meilleure prise en compte de la femme dans le processus démocratique au Bénin.
Célébration de la Journée internationale des droits de la femme, le collectif du personnel féminin de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle à l'occasion de ce rendez-vous international a été entretenu sur le cancer du col de l'utérus et du sein. C'était en présence du ministre de l'enseignement secondaire et technique. Compte rendu signé Gilles Dansou, NSTTV. Une communication sur le cancer du col de l'utérus et celui du sein. Un moment fort dans la célébration du 8 mars ici au ministère de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. Dr Freddy Gnagnon, spécialiste en traitement du cancer, donne quelques conseils aux femmes. La malade est très maigre, mais elle sourit. Même si elle doit mourir demain, elle meurt heureuse. Ce n'est pas la même chose qu'un malade qu'on a mis à l'écart qui va mourir dans d'atroces souffrances tout seul juste parce qu'il a le cancer. Même si le malade, on ne peut pas le guérir, alors on ne le jette pas. Plus qu'un rendez-vous festif au plan international, la célébration de la Journée des droits de la femme s'impose davantage et devient une tradition. Les femmes du ministère de l'enseignement secondaire vivent la fièvre du moment. Cette journée constitue l'occasion pour les femmes de réfléchir sur les moyens de parvenir au respect de leurs droits fondamentaux, de faire le bilan de leur situation, de faire entendre leurs revendications, d'examiner les stratégies favorables à leur épanouissement à travers de meilleures conditions de travail. Dans une ambiance bon enfant, la commémoration du 8 mars ici a reçu un cachet spécial. Le ministre Kakoma Ognon a rendu un vibrant hommage aux femmes. Levons-nous pour célébrer la magnanimité de nos mères, de nos sœurs, de nos épouses et de nos filles. Manifestons notre célébration pour ces femmes par des applaudissements nourris pendant 1 minute. Cette célébration a été également le moment de remettre aux femmes méritantes des lettres de félicitations pour leurs efforts et aux gagnants du jeu concours dénommé Droits de la femme, des tableaux d'honneur. La semaine de la photographie du Bénin a atteint son épilogue vendredi dernier à Cotonou. Le thème retenu pour cette édition de la CFOB, c'est bien « Violence faite aux femmes ». Retour sur la cérémonie de clôture de cette édition avec Fifamé Salomé Atadéji. Le 8e art s'empare de la lutte contre la discrimination et les violences faites aux femmes. Un objectif que la semaine de la photographie du Bénin s'acharne à atteindre. Pour cela, des photographes de 5 pays d'Afrique ont présenté des images qui exposent la vie parfois très difficile que mènent les femmes au quotidien. Une initiative qui ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. La CFOB ne pense pas s'arrêter tout de suite. Et la CFOB, c'est désormais la photographie au service du développement. Nous invitons vraiment les partenaires à nous prendre, puisque la CFOB, c'est un bébé qui vient de naître. Et un enfant qui naît n'est pas pour une seule personne, c'est beaucoup de personnes, disons tout le monde qui l'éduque. Donc je voudrais qu'ensemble, nous prenions ce bébé à corps et à bras pour véritablement lui donner vie, pour qu'en fait qu'il atteigne ses objectifs. La lutte contre la discrimination des personnes porteuses du VIH-Sida et les violences faites aux femmes interpelle les institutions internationales et le gouvernement du Bénin. Chacun s'engage pour sa part à mettre un frein à ces stigmatisations. L'ONU-SIDA, dans sa stratégie 2016-2021, ambitionne à travers l'une de ses 10 cibles que 90% des femmes et des filles ne soient plus exposées à l'inégalité entre les sexes ni à la violence sexiste, ce qui contribue à réduire le risque et l'impact du VIH. Ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous pourrons contribuer à mettre fin à cette pandémie mondiale qu'est la violence sexiste, ce que Morgane n'a pas voulu dire, mais ce qui présentera le double avantage de protéger les femmes et les filles de la violence,
ainsi que du VIH. Votre présence ici ce soir témoigne de votre engagement sur cette question, cet engagement qui ne devrait pas faiblir jusqu'à l'atteinte des résultats escomptés. Des 17 photographes qui ont présenté leurs œuvres exposant la femme violentée, les 3 premiers ont reçu des trophées. Ils sont venus respectivement du Bénin, du Togo et du Niger. La première place est revenue à la photographe Jessica Mallory Degbowen du Bénin. Le gouvernement béninois vient de faire un grand pas dans le processus de l'amélioration du climat des affaires. Alors ce pas, c'est bien la dématérialisation de l'obtention du permis de construire. Une réforme qui simplifie la vie aux Béninois. Le lancement a eu lieu cette semaine à Cotonou. Jean-Claude James, Louis Koloua. Désormais, obtenir le permis de construire au Bénin n'est plus un casse-tête. Les lignes ont été bougées pour faciliter la vie aux demandeurs avec la plateforme www.permisdeconstruire.gouv.bj. Le gouvernement a travaillé sur 3 éléments. Le coût de l'obtention du permis de construire, la qualité du permis de construire et le délai. Sur la question de la qualité, nous n'en avons pas beaucoup parlé, mais c'est très important pour nous. Parce que par le passé, on parlait à peine de certificat de conformité et d'habitabilité. Désormais, le gouvernement travaille également sur l'indice de qualité à travers les différentes missions d'inspection. À chaque étape, ces missions viennent pour voir si ce que vous êtes en train de faire respecte les plans définis au début. Au lieu de 45 jours pour avoir le permis de construire, avec cette réforme, 25 suffisent. Mieux, à la municipalité de Cotonou, il faut seulement 14 jours. Mais quels sont les autres avantages de cette dématérialisation? Désormais, pour déposer les pièces, vous n'avez plus besoin de la légalisation des titres de propriété. Vous n'avez plus besoin de payer autres frais à l'architecte que vous avez dès lors que vous vous entendez sur ses honoraires au départ. Maintenant, nous avons également la suppression des frais au niveau du raccordement à la SONEM. Aujourd'hui, le gouvernement a permis de faire le branchement à 0 francs dès le départ. Et là, vous avez cette possibilité de construire votre immeuble avec un raccordement provisoire. Et par la suite, vous devez obtenir un certificat de conformité et d'habitabilité qui vous permet maintenant de pouvoir bénéficier d'un raccordement définitif, que ce soit en électricité et en eau. Je vous rassure que le certificat de conformité et d'habitabilité est gratuit. Catégorie A, B et C. 3 types de permis qui sont délivrés en fonction du niveau de risque de construction, faible, moyen ou fort. Cela permettra par exemple à des propriétaires qui ont une terre de 150 mètres carrés de pouvoir faire de leur canapé tout seul leur demande de permis de construire. Et pour les autres catégories B et C, de pouvoir utiliser un architecte qui, de partout dans le monde, sans forcément à devoir se déplacer vers une mairie, à pouvoir faire sa demande en ligne. Il faut féliciter le gouvernement pour cet acte très important. Il reste à résoudre définitivement l'obligation à tous les citoyens qui veulent construire d'avoir ce permis. Ceux qui ont déjà construit leur maison ont un moratoire de 2 ans pour avoir ce document administratif qui garantit une certaine sécurité. Cette dématérialisation démarre avec la ville de Cotonou et les autres communes vont suivre progressivement. Direction maintenant Ouida, ville touristique et ville historique. Le fort portugais de Ouida est l'un des témoins les plus éloquents de la traite négrière. Une équipe de la télévision nationale est allée à la découverte de l'infrastructure fort portugais, témoin de l'histoire. C'est un document signé Ghislain Poguet. Ouida, ville chargée d'histoire. Lieu de regroupement d'esclaves et point d'embarquement pour le voyage dont on ne revient pas. Ouida avec ses vaudous, sa route des pêches et sa porte du non-retour. La ville où le temple de Dieu le Père et celui des Pythons se font face.
Ouida abritait au cours de la traite négrière Saint-Fort. Le plus récent est celui construit par les Portugais. Bien que les Portugais soient les premiers à prendre contact avec le royaume de Savie, ils ont été les derniers à construire leur fort ici à Ouida. Il a été construit par le capitaine de vaisseau Joseph de Torres en 1721 pour le compte du roi du Portugal. Commerçants, négociants d'esclaves, marins et soldats portugais y séjournaient dans le confort et la sécurité, malgré la colonisation française. C'est une enceinte fortifiée pour sécuriser et défendre les intérêts. On était dans le cadre de la traite négrière. Lorsque vous faites le tour du site, vous allez constater que les 4 points cardinaux sont donc des tourelles. Et sur ces tourelles, vous voyez donc des canons qui sont érigés donc pour défendre le fort. Déjà, entre les Européens, il y avait une rivalité. Et chacun devait sécuriser et défendre ses biens. On était dans le cadre de la traite négrière. Ce n'est pas de gaieté de cœur que les esclaves partaient. Il y avait des rébellions, il y avait des résistances. Donc il fallait une enceinte fortifiée, non seulement pour défendre, mais aussi pour sécuriser les biens et les personnes. La cour des esclaves. Les esclaves en partance pour le Nouveau Monde étaient regroupés ici. À l'occasion du premier anniversaire de l'indépendance de la République du Dahomey, les Portugais ont été sommés de vider les lieux. Ils se sont exécutés, laissant derrière eux un brasier. Dans cette nuit, le résident portugais a mis feu au site avant de partir. Ce sont des restes calcinés que le gouvernement dahoméen a récupérés. Inscrits comme patrimoine national, des travaux de restauration du fort ont commencé en 1963 et le 6 août 1967, le site a été ouvert au public en tant que musée d'histoire avec 3 thématiques: la traite négrière, les relations du royaume de Savie avec le monde extérieur et le vaudou. 15 000 visiteurs par an. Les Portugais sont partis depuis, mais ils ont laissé des patronymes: de Souza, da Silva, d'Oliveira, Domingo. La liste n'est pas exhaustive. Il faut préciser que le projet de réhabilitation du fort portugais de Ouida est entré dans sa phase active. L'infrastructure sera totalement rénovée. Les travaux entrent dans un programme plus vaste de construction de 2 circuits touristiques qui vont raconter l'histoire de l'esclavage vu des anciens royaumes du Sud Bénin. On retrouve Ghislain Poguet et François Zissou. Ils ont effectivement démarré les travaux de réhabilitation du fort portugais de Ouida. C'est un projet de réfection et de modernisation de ce vestige de l'histoire esclavagiste des royaumes qui constitue l'actuel Bénin. On est dans la phase 1, la première phase du projet qui va connaître le rehaussement du mur de clôture, la rénovation des bâtiments existants, de nouveaux bâtiments à l'intérieur. Par rapport à la modernisation intérieure comme extérieure, tout ce qui concerne les lots techniques, la menuiserie et tout ça, le maître d'œuvre a beaucoup fait que la structure du musée sera conservée. Le volet paysager va prendre en compte pas mal de trucs à l'extérieur, comme du côté des gazons, des verdets, des pavages. Ceux qui sont dans l'emprise des travaux ont été écoutés et associés. Le processus de dédommagement est lancé. En attendant la fin des travaux, les commerçants autour et à l'intérieur du fort seront relogés. Les hangars sont déjà en construction. Ils ne nous ont pas trompés. Ils ont tenu parole. Ils nous ont dit aujourd'hui que les travaux ont démarré effectivement et que nous serons dédommagés. Le projet de réhabilitation du fort portugais de Ouida découle de la volonté de Patrice Talon de faire du tourisme un pilier de l'économie du pays. Le chef de l'État, le gouvernement ont fait du tourisme une priorité nationale comme un secteur pourvoyeur d'emplois et de richesses. Nous avons fait l'inventaire de la destination Bénin et nous avons vu que nous avons une très grande richesse. Nous avons donc priorisé un certain nombre de projets du nord au sud. Et dans ces projets prioritaires, il y en a un qui sort vraiment du lot, c'est Ouida. Quel est le potentiel touristique à Ouida? Qu'est-ce qui peut ramener, créer de l'emploi et de la richesse à Ouida? Plusieurs choses. Le balnéaire, l'historique, le mémoriel. Voilà pourquoi, à l'Agence nationale de promotion des patrimoines et développement du tourisme,
nous avons eu comme priorité de développer Ouida. Et quels sont les produits phares de Ouida? Quand on entre dans Ouida par Vacero, on tombe sur le fort portugais. C'est donc la porte d'entrée. Ce fort, il est dans ce qu'on va appeler le tourisme historique et mémoriel. L'histoire et la mémoire de l'esclavage. C'est le projet de compétitivité tourisme transfrontalier financé par la Banque mondiale qui prend en charge la rénovation du fort. Les travaux sont conçus avec le souci de conserver l'originalité architecturale des bâtisses, que ce soit les tourelles, la caserne, la chapelle ou l'esclaverie. Les toits de tuiles afro-brésiliens seront conservés également. Ainsi, à la fin des travaux, le touriste en passant de la devanture à la cour intérieure passera du 21e siècle au 17e. Les murailles sont en terre, donc on ne va pas remplacer ça par du béton. On va essayer de garder ça à l'original. Donc on va commander des terres de rouge. On va reprendre la muraille qui est là depuis plusieurs siècles. Donc elle a subi les intempéries. Donc c'est restauration de toute l'enceinte extérieure. Première chose. Restauration de la maison du gouverneur. Quand vous entrez dans le fort, tout de suite à droite, vous avez la maison du gouverneur. Elle est en piteux état. Elle a subi les avanies du temps. On va la restaurer, la reprendre, mais toujours dans une notion de patrimoine. Garder l'identique pour que quand on rentre dedans, on se dise « Ah, on est au XVIIIe siècle ». La deuxième phase des travaux, c'est la création à l'endroit où se trouve aujourd'hui le théâtre de verdure d'un musée. Ce musée va s'appeler le MIM, Musée international de la mémoire de l'esclavage. Donc c'est un musée, là aussi le bâtiment sera à l'ancienne pour garder la même harmonie architecturale, mais dedans évidemment ce sera un musée tout à fait moderne avec des éclairages, une circulation, et c'est un musée qui va raconter l'esclavage du point de vue du Dahomey et du Bénin. Le fort portugais ainsi rénové fera partie d'un ensemble. Il y a un premier circuit qui est celui de la grande route de l'esclave, celle qui part d'Abomey, qui fait 150 et quelques kilomètres, qu'on peut faire à pied en 5 jours, si on veut faire du pèlerinage comme les esclaves le faisaient. Ce sera un circuit qui pourra proposer aux afrodescendants, aux gens qui veulent faire un devoir de mémoire. Il y a le deuxième circuit, qui est celui qui commence justement au fort portugais. Les touristes arrivent, les bus les descendent au fort portugais, ils visitent ce fort où les esclaves étaient parqués, comment c'était organisé, ils visitent le musée pour mieux comprendre l'histoire. En sortant ça c'est la première étape de ce deuxième circuit, ils partent de là et ils vont à la place aux enchères, qu'on appelle aujourd'hui place Tchatcha, là où, lorsque les esclaves étaient parqués dans le fort portugais et que les bateaux donc approchaient, on les sortait et on allait, comme du bétail, les mettre sur cette place, et les colons qui étaient venus choisissaient leurs esclaves, et dès qu'ils sortaient de la place aux enchères, on les emmenait juste à côté. C'est la maison d'Asunción qui est à droite de la place aux enchères. Et bien, cette maison était l'endroit où on marquait les esclaves, au fer rouge, comme du bétail. Les esclaves vont ensuite vers l'arbre de l'oubli. Là, le processus de lobotomisation et de décérébration faisait son œuvre, avec le désir de leur faire oublier d'où ils sont venus. L'étape suivante est celle de Zumboji, avant la poursuite du circuit, jusqu'à la porte du non-retour. Nous allons compléter ce circuit-là, qui existe déjà. On va refaire la porte du non-retour. Ça fait partie du programme financé par la Banque mondiale, de restaurer toutes ces places-là, place aux enchères, Zumboji, l'arbre de l'oubli, le mémorial, etc. Et puis, on va refaire également la porte du non-retour qui a vieilli. Le chef de l'État tient à un projet très important. Vous savez, quand vous arrivez à la porte du non-retour, vous imaginez le bateau, parce qu'il n'y a plus de bateau là. Vous imaginez comment ces gens sont partis. Là, nous allons donner aux touristes une sensation encore plus émouvante, puisque juste à côté de la porte du non-retour, à l'endroit aujourd'hui où il y a le commissariat et la maternité, nous allons faire ce qu'on appelle la marina. Et dans cette marina, qui sera un ensemble mémoriel, il y aura les jardins de souvenirs, il y a quelques hôtels, des boutiques. On va faire une lagune et on va construire un bateau, grandeur nature, à taille humaine, et que les touristes finiront ce circuit en visitant le bateau, en rentrant dans la cale, en voyant comment les esclaves, depuis Abomey, en passant par le fort portugais jusqu'à la porte du non-retour, étaient parqués pour pouvoir prendre le large. Ouida aussi prendra à coup sûr le large en termes d'économie locale, de visibilité et de prestige aux yeux du monde. Eh bien, ce journal se refait. Merci pour votre fidélité. À 23h30, Jérôme Mouba dans ce studio pour le JT Soir. Et à très bientôt.